suis rentré à RTL à 16h. À 18h, je suis sorti, j'étais une vedette. C'est comme ça que ça s'est passé. En 2 émissions, ma vie a échangé. On passait d'un petit théâtre de 60 places que je peinais à remplir à Paris au Grand Point Virgule, 400 places 6 fois par semaine. Les gens faisaient la queue sans connaître ma tête, ils connaissaient que ma voix. Bonjour les gens, on se retrouve maintenant sur Pile Média avec Jean-Philippe Janssen. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Alors, ça c'est soft, hein. Je tire. Bon, la carte du destin, la première. Qu'est-ce qui t'agace en général? C'est les sacs plastiques. Alors, il y en a de moins en moins, mais dans les supermarchés où tu n'arrives jamais, ils sont collés, tu n'arrives jamais à les décoller et la caissière, elle te balance les courses à la gueule comme ça. Toi, tu essayes de les décoller dans la panique parce que tu vois qu'il y a des gens qui attendent derrière et ils gueulent et toi, tu es comme ça et tu as envie de tout jeter. Voilà, ça m'énerve, les sacs en plastique ou les sacs en général que les bords sont tout collés. Voilà. Donc maintenant, c'est une spicy, hein. On tire une spicy, attention, spicy, ça veut dire épicé, et ceux qui piquent à la bouche, piquent à la bouche. Le pire travail que t'aies fait, un des pires travaux que j'ai fait, c'est que j'ai été pendant un moment de ma vie, ne me demande pas pourquoi, éleveur de chats persans. J'avais 22 chats. Et c'était un boulot monstre. Le chat persan, c'était une race qui a été créée toute pièce. C'est des chats, ils ont le nez écrasé, ils pleurent tout le temps. C'est des chats de salon. Tu les mets sur un canapé, ils bougent pas. Si tu les sors dehors, un coup de vent, ils ont un rhume pendant 3 semaines. Donc il fallait les laver, les talquer, parce que j'étais juge félin aussi. Je présentais les chats en exposition. Enfin, tu vois, un truc très très viril hein, comme métier. Du coup, j'ai fait ça pendant un petit moment et j'ai vite arrêté parce que c'était beaucoup de contraintes. Voilà, je préfère ma chatte, Duchesse, c'est un chat de gouttière. Elle est efficace, elle est belle, elle est gentille. C'est la chatte, c'est la vie, c'est le peuple. Voilà. Si tu pouvais établir une règle que tout le monde doit suivre, quelle serait-elle? Ah bah alors, je vais te dire, c'est l'anticipation. Je ne supporte pas les gens qui n'anticipent pas. Je sais que ça fait vieille conne de dire ça, mais par exemple, quand tu vas à l'aéroport, tu vois, le moment où tu dois passer le filtre, où on te dit qu'il faut retirer ta ceinture, ton téléphone, et il y a des gens qui attendent le dernier moment d'être pile devant le machin pour tout faire, alors que moi j'ai déjà la ceinture à la main, j'ai déjà les pièces dans la poche, tu vois, là, donc je pense que si tout le monde anticipait, on s'en sortirait beaucoup mieux. J'aime bien les choses anticipées, voilà, c'est tout. Je ne supporte pas les gens qui n'anticipent pas. Mais sinon, ça va, je suis pas rigide, hein, j'aime la vie. Hein. Quelle est la pire décision que tu aies prise? C'est une rupture. Alors, parce qu'en général, en amour, moi, il y a souvent des bourreaux et des victimes. Moi, je suis souvent la victime, hein, quand même. Mais là, pour une fois, j'ai été le bourreau. Et ça m'a fendu le cœur, mais c'est parce que c'était une relation à distance. C'était qu'un steward de Alitalia que j'avais rencontré à Caracas, tu vois, une vie d'hôtesse de l'air, hein, au bord de la piscine. Et je me suis dit, ça sera un coup un soir. Et ça a duré 3 ans, l'histoire. Sauf que c'était entre moi, j'habitais Montpellier à l'époque, et lui, Milan. On se partageait comme ça. Et à un moment, il a fallu prendre la décision. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toi qui viens habiter en France, ou c'est moi qui vais habiter en Italie? Et je voulais pas quitter la France et il voulait quitter l'Italie, mais ça me faisait peur de le faire tout quitter pour moi et que si ça ne marche pas, il aurait tout quitté pour moi. Et donc, par anticipation, j'ai mis fin à la relation, mais ça m'a coûté. Voilà. Je crois que c'est la pire décision que j'ai prise. Après, toutes les décisions de ma vie, en général, je les prends soit en repassant, soit en cuisinant. Parce que du coup, quand tu repasses, tu réfléchis, et quand tu cuisines, tu réfléchis. Donc, je prends des bonnes décisions maintenant, en repassant ou en cuisinant. Voilà. Vous avez autre chose? Et c'est parti pour les questions entêtées. Tu as été steward pendant près de 20 ans avant de te lancer sur scène. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'humour? Est-ce que parfois ton passé de steward te manque? Déjà, j'ai été steward, c'est un hasard de devenir steward, ça n'a jamais été une conviction d'enfant. C'est les déboires de la vie qui m'ont amené là. J'ai adoré ce métier pendant 20 ans. Après, qu'est-ce qui m'a poussé à monter sur scène? Bah, c'est pas moi en fait. Pareil, devenir humoriste, c'était pas une conviction d'enfant ou une passion. C'est parce que je faisais rire les gens à bord, parce que j'étais sur long courrier, donc j'avais le temps de faire rire les gens. Et tout le monde me disait, les collègues ou les passagers, que je devrais faire du théâtre parce que j'avais un don pour raconter des histoires. En tout cas, je faisais marrer les gens. Et j'étais pas persuadé que ce que je racontais dans l'avion pouvait intéresser d'autres gens au sol, pensaient que c'était un truc très corporate. Donc, je n'étais pas convaincu. Et c'est une copine, hôtesse de l'air, Pénélope, que je ne remercierai jamais assez, qui m'a inscrit à mon insu à un concours d'humoriste qui s'appelait le Printemps du Rire à Toulouse. On était 900 candidats au départ et j'ai fini finaliste de ce concours. J'ai pas gagné, mais j'ai fini finaliste. Et là, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose avec ce que je raconte dans les avions. Et j'ai commencé à faire mes premiers sketchs et jouer mes premières scènes. C'est comme ça que tout est parti. Et est-ce que mon passé de steward me manque? Alors, non, parce que je pense que c'est un métier qui a beaucoup changé, qui est beaucoup moins agréable à faire aujourd'hui qu'il y a 25 ans quand je l'ai commencé, parce que la géopolitique, le terrorisme, le 11 septembre, enfin, tout a changé et tout n'évolue pas forcément dans le bon sens. Les compagnies n'ont plus forcément beaucoup d'argent, donc c'est un métier qui se réduit en peau de chagrin. Par contre, partir loin une fois par semaine, ça me manque. J'aimais bien partir à Rio en plein mois de décembre, revenir avec des coups de soleil et puis dire attention mes coups de soleil, voilà. Ça me manque. Et je pense souvent à mes collègues quand je regarde un avion dans le ciel et je dis ah mon ancien bureau. Voilà, je pense souvent à mes collègues. Voilà, je continue.
Ton spectacle Tombé du ciel évoque le choc entre ton enfance dans le Nord et ta vie actuelle dans le showbiz. Peux-tu nous en parler? Penses-tu que ton ascension relève de la providence ou plutôt de la persévérance? Il y a un peu des deux. Alors mon spectacle Tombé du ciel, c'était déjà pour indiquer aux gens que j'étais plus dans les avions et que j'étais bien ancré au sol, comme le premier spectacle parlait beaucoup des avions. Et c'est le choc entre, en fait, si tu veux, le milieu d'où je viens, le nord de la France ouvrier, c'était pas prévu que je devienne steward parce que j'avais pas les codes de ce métier, qui est les codes du luxe quand même. Et c'est pas non plus prévu que je tombe dans le showbiz. Voilà. Normalement, des gens de mon milieu n'accèdent pas forcément à ça. Donc je suis la preuve qu'avec de la persévérance et de la détermination, tu peux y aller. Après, comme je suis très superstitieux, je suis très croyant, je pense que dans tout ce qui nous arrive, il y a une part de chance, talent, rencontre. Voilà, ce métier, c'est chance, talent, rencontre. Il faut les trois. Et moi, j'ai eu la chance que l'équation se fasse au bout d'un certain temps parce que la galère fait partie du parcours de l'artiste et que j'ai quand même galéré pas mal, près de 3-4 ans, à pas payer mon loyer pendant un an. Enfin, vraiment, à avoir des... Et puis, en plus, j'ai commencé à faire du one pile au moment des attentats à Paris. C'est-à-dire que les salles de spectacle étaient vides dans les mois qu'on suivit. Il n'y avait personne qui venait. Je devais de l'argent au théâtre. C'était très compliqué. J'ai eu beaucoup de doutes en disant « T'es sûr que tu veux faire ça? T'es sûr que tu veux pas rentrer dans les avions ?» J'avais 20 ans d'ancienneté dans une grosse compagnie. Je me suis dit, mais au fond de moi, j'avais cette flamme qui me disait « Vas-y, continue » parce que même quand il y avait 3 personnes dans la salle, parce que j'ai joué devant 3, et ben les 3 personnes se marraient. Donc je me dis « Le problème n'est pas mon texte, le problème c'est de me faire connaître. » Et donc je suis allé partout où on a voulu de moi. J'ai pris ma valise et j'ai fait tous les cafés-théâtres de France et de Navarre, et dans toutes les foires au boudin, les CE d'entreprise, partout. Des trucs, pas forcément, mais j'étais déterminé. Et je pense que c'est ça. Mais par contre, ouais, il y a une part de pain noir, mais ce qui te fait apprécier le pain blanc après, en fait, c'est quand tu l'as mangé, le pain noir. Donc voilà. Et après, comme je suis croyant, je pense que j'ai été entendu, mes prières ont été entendues et que on m'a montré la voie. Il y a un message dans chaque chose qui nous arrive, même les trucs négatifs m'ont toujours démontré que c'était pour du plus. Voilà, les grands drames de ma vie ou même les déboires m'ont amené à quelque chose de mieux après. Donc voilà, c'est tout. C'est mon côté optimiste. Hein. Alors ensuite, on continue, dis donc, je vais révéler mon histoire. Tu parles souvent de ta mère dans tes spectacles. Non, bon. Quel rôle joue-t-elle dans ta vie aujourd'hui et comment réagit-elle aux anecdotes parfois très intimes que tu partages sur scène? Alors ma mère, il faut savoir que ma mère, c'est ma muse parce que c'est elle qui m'a appris l'autodérision. Voilà, j'ai une mère qui a toujours eu des problèmes de poids, qui s'est toujours moquée d'elle-même avant que les autres le fassent et elle m'a transmis ça. Moi, je préfère me moquer de moi. D'ailleurs, sur mon spectacle, je me moque que de moi et de ma famille. Comme ça laisse pas de prise aux gens. Quand tu assumes tout ce que t'es, tout ce que tu fais ou même tes complexes, les gens n'ont pas de prise pour t'attaquer. Et puis c'est un humour bienveillant, c'est-à-dire que je me moque que de moi et de ma famille, je me moque pas des autres. Mais je me moque beaucoup de ma mère. Mais c'est ma première fan, hein, elle rigole. Et d'ailleurs, toutes les vannes que je fais, je les teste sur ma mère, sans lui dire forcément que c'est de la vanne. Mais quand j'écris un sketch, je le teste sur ma mère, sans lui dire que c'est mon sketch. Et si ma mère, c'est un baromètre. Si elle ne rit pas, ça veut dire que c'est mauvais, qu'il faut que je réécrive. Si elle rit, ça veut dire que ça va marcher. Ma mère, c'est un espèce de baromètre. Ma mère, c'est les gens. Donc quand je teste une vanne, si ma mère rigole, je sais que ça va marcher. Voilà, donc, mais elle a une place clé, c'est ma muse. Une mère, ça compte encore plus dans la vie d'un gay, je pense. Surtout que moi, au moment où je fais mon coming out, il y a 30 ans, c'est moins facile à faire qu'aujourd'hui. Donc, et les gens étaient moins ouverts sur le sujet. Mon père d'ailleurs, et ma mère, elle a fait la médiatrice, elle m'a soutenu, elle s'en est vantée, elle en a tout de suite fait une fierté plutôt qu'une faiblesse, donc ça ne s'oublie pas quand tu as ton parcours à faire, et ça m'a donné des ailes pour tout ce que j'ai fait ensuite. Je pense que si ça n'a pas été accepté par ma mère, j'aurais pas fait la vie que j'ai aujourd'hui. Donc merci maman, voilà, ça va me faire pleurer. Ayant grandi dans une famille modeste, quel est ton rapport à l'argent aujourd'hui? Avec le succès, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu envie de flamber ou de rattraper le temps et l'argent perdu? Alors c'est compliqué, j'ai toujours un rapport compliqué avec l'argent parce que j'en ai toujours manqué. C'est-à-dire que quand j'étais ado, mes parents ont tout perdu parce qu'ils s'étaient portés caution pour une entreprise que mon frère avait montée et mon frère s'est planté et j'ai vu mes parents tout perdre. J'ai vu le justice venir saisir les meubles, la maison, j'ai tout vu. Au moment où moi j'étais ado et je commençais à faire des études et j'ai pas pu faire les études que je voulais faire à cause de ça, il n'y avait plus d'argent. D'ailleurs c'est marrant, je voulais faire l'EFAP, l'école française des attachés de presse, c'est ce que je voulais faire au départ. Et donc j'ai dû me rabattre sur la fac et l'école publique. J'aurais pu me servir de cette expérience pour dire j'ai vu mes parents tout perdre, fais attention à l'argent. Et pourtant, avec mon premier mec, j'ai reproduit exactement le même schéma. C'est-à-dire que je suis tombé amoureux d'un mec dans le sud qui avait 10 ans de plus que moi. Et on a ouvert des boutiques de fringues. Enfin, il a ouvert des boutiques de fringues à mon nom.
Et par amour, j'ai tout signé pour lui. Et au bout de 3 ans, il a disparu avec la caisse et il m'a laissé à la tête d'une dette colossale de 90 000 euros à 22 ans. Et là, je me suis dit, waouh! Et en plus, je ne voulais pas inquiéter mes parents parce que j'avais eu mes parents tout perdre, donc je ne voulais pas leur dire que ça avait fait la même chose pour moi. J'étais seul dans le sud. Je ne voulais pas remonter dans le Nord parce que j'étais un peu parti avec fierté en disant, je vais faire fortune dans le sud. Les résultats, je suis remonté célibataire et criblé de dettes. Donc le rapport à l'argent, j'en ai toujours manqué. J'ai toujours eu la précarité, les huissiers au cul, les dettes, mais pas des petites dettes. Hein. On m'a saisi ma maison, ma voiture, enfin, j'ai tout perdu. Et je vivais dans un petit studio de 10 mètres carrés à 7. Et c'est les commerçants qui étaient autour du magasin que j'avais. Je te raconte l'histoire de Sarah, on dirait Sarah, princesse déchue. Hein. Parce que j'étais vendeuse de magasins de fringues de luxe, et je me retrouvais à faire des ménages dans les commerces autour de chez moi, parce qu'ils me tendaient la main et ils me donnaient un petit peu d'espèces pour que j'y arrive. Et c'était compliqué, cette période. Parce qu'en plus, j'avais perdu mon mec, ma maison, mon boulot, j'ai tout perdu le même jour. Et en plus, je devais encore de l'argent. Et pendant les 10 années qu'on suivit, même quand j'ai réussi à retomber sur mes pattes et à rentrer Air France, parce que j'ai fait quelque chose de ma vie après, mais j'avais une saisie arrêt sur mon salaire. Pendant 10 ans, 30% de ce que je gagnais était prélevé pour rembourser les dettes d'un mec que je ne voyais plus, avec qui j'ai été resté 3 ans de ma vie. J'ai payé 10 ans pour 3 ans de même pas d'amour. Il y a eu 1 an d'amour et 2 ans d'escroquerie. Voilà, mais après en fait, il faut rebondir. J'aurais pu être abattu, puis rien faire. Et puis, à un moment, et pourtant, j'ai des décisions de justice qui disent que ce mec m'a escroqué, abus de confiance. Tout est prouvé. Il y a des ordonnances qui disent qu'il doit me rembourser. Mais je suis tombé sur quelqu'un très malin qui a organisé son insolvabilité, qui est intouchable. En plus, la brigade financière s'est mise dessus parce qu'il a roulé des banques, il n'a pas roulé que moi. Tu vois, donc tu penses bien que moi, là-dedans, j'étais rien du tout. Et je me suis dit, bon, accepte, tu t'es fait avoir comme un bleu, tu t'es fait dépouiller, ne tourne plus là-dessus, c'est de la mauvaise énergie, avance, voilà. Tu récupéreras jamais cet argent, fais une croix dessus, avance et reconstruis-toi, parce que sinon ça va te tirer vers le bas et tu n'avanceras jamais. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et aujourd'hui, juste, je me dis, la vie m'a aidé, enfin en tout cas parce que j'ai cru en la vie, je ne suis pas laissé abattre. Mais aujourd'hui, je suis sûr que ce mec qui m'a fait tant de mal, il a forcément vu une affiche de moi où il m'a vu à la télé. C'est pas une revanche, c'est juste, tiens, la vie, tu croyais m'avoir écrasé comme une blatte. Ben non, je revis comme un scarabée doré. Voilà. Mais c'est tout. C'est des parcours de vie, hein, mais c'est inspirant. On dit souvent que les humoristes sont parmi les plus grands blessés. Ben, j'ai la preuve, je viens d'en parler. Dans ton cas, l'humour a-t-il parfois été une manière de tenir le coup dans certaines situations difficiles? Disons, elles sont émouvantes, tes questions. Ça fait remonter plein de trucs. L'humour, pour moi, ça a toujours été une arme pour plaire aux gens sans avoir à jouer sur mon physique. J'étais quelqu'un de très complexé quand j'étais adolescent. Je suis un ancien gros parce que j'ai une famille de Polonais, que ma mère a des problèmes de poids, donc moi j'avais les mêmes problèmes de poids. Puis dans le Nord, on mange tout au beurre, hein, tout au beurre. Donc, et tu n'en aperçois pas que t'es gros, sauf quand tu arrives à la puberté, que tu vois le regard des autres et que tu commences à muer, et que tu t'aperçois qu'il y a ce jeu de la séduction, de la sexualité qui va rentrer en compte, et tu t'aperçois que t'es pas dans le peloton de tête. Et là, au lycée, c'était une façon d'intégrer des groupes et de plaire, faire rire, sans avoir joué sur mon physique qui me complexait. Et après, c'est devenu une force de faire rire, et c'était une façon de parler de moi sans avoir à parler de moi parce que c'est facile de faire pleurer. On peut tous tomber dans le pathos et dire gna gna, j'ai eu ça. Ouais, rire, c'est plus difficile de faire rire. Voilà. Mais j'ai choisi de faire rire parce que je voulais pas qu'on me plaigne et puis je voulais avancer. Voilà, je voulais pas. Donc, mais je suis pas. Je suis parfois un clown triste. Ouais, c'est ça. C'est les humoristes. Je fais rire sur scène avec ce qui m'a le plus blessé dans ma vie. Donc c'est une façon pour moi de le traiter, c'est une thérapie, un peu d'en parler sur scène. Le public est mon psy, hein, vraiment. Tu évoques souvent le Nord dans tes spectacles. Quelle place cette région a encore dans ta vie et que réponds-tu à ceux qui trouvent ton humour trop centré sur le Nord? Alors le Nord, j'ai un rapport très particulier au Nord. Le Nord, je l'ai fui quand j'avais 18 ans parce que je faisais mon coming out. Et ce n'est pas une question du Nord, mais c'était une question que c'était difficile à assumer à 18 ans, peu importe la région. Et moi, je vivais dans le Nord. Et je savais que ça incommoderait mes parents et que ça serait compliqué pour moi de le faire comprendre à mon entourage. Donc j'ai fait mon coming out et je suis descendu dans le Sud à 1000 km pour vivre ma vie, sans indisposer personne. Ni mes parents, ni voilà. Et puis et me sentir libre de faire ce que je voulais. Montpellier s'y prêtait bien. Et en vieillissant, à partir de 40 ans, j'ai eu un besoin viscéral de retourner souvent dans le Nord, de me rapprocher de mes racines. J'ai un truc, quand je vais chez mes parents, j'ai un rituel, je retire mes chaussures et je marche pieds nus dans leur jardin. Voilà, c'est la terre de mes parents, c'est la terre... Mon frère est enterré dans le Nord parce que j'ai perdu un frère. Donc c'est important pour moi d'y retourner souvent. Et en plus,
le Nord m'a porté. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à émerger, il y en a quelques-uns, beaucoup, au début, qui ont dit que j'étais une pâle copie de Danny Boone, jusqu'au jour où Danny Boone m'a rencontré et m'a fait faire une scène dans son film. Et là, donc, ça a cloué le bec à tout le monde, donc mon travail était reconnu, j'étais plus une pâle copie. Et après, les gens du Nord, j'ai remarqué un truc, quand il y a quelque chose de chez eux qui marche, c'est un peuple qui a tellement été soumis à l'épreuve, la dureté de la vie, c'est les bassins miniers, les aciéries, le textile, tout s'est cassé la gueule. C'est des gens qui ont souffert, donc il y a une grande solidarité dans le Nord. Donc quand il y a quelque chose de chez eux qui marche, ils en seront fiers et ils le portent. Et moi, ils m'ont porté. Et quand il y a une ferveur quand je vais dans le Nord, donc je me sens de chez eux, je suis un vrai ch'ti. Et j'ai remarqué les choses. Est-ce que tu as remarqué? Les plus belles Miss France sont du Nord. Les plus grands humoristes sont du Nord. Danny Boone, tout ça. Ah, et donc le Nord, c'est un réservoir d'humour et de beauté. Et moi, je cumule les deux, c'est dingue. Hein. Voilà. Donc le Nord est très important dans ma vie et encore plus aujourd'hui. D'ailleurs, mes parents, tu sais, quand ils ont été à la retraite, comme tous les gens du Nord, ils ont dit oh, bah, nous, on va faire notre retraite au soleil dans le Sud. Ils sont partis dans le Sud, dans la RIRP niçois. Ça a duré 2 ans. Ils ont fait une dépression nerveuse sans monter. Ils ont racheté un corps de ferme. Mon père, il va au bistrot, il va faire ses trucs de syndicaliste, et ma mère, elle fait ses clubs couture et ils marchent dans la bouillasse et ils sont contents. Et ben moi, je suis content de les voir heureux. Voilà pour le Nord. Dans tes spectacles, tu puises beaucoup dans ta vie personnelle. Est-ce qu'il y a des sujets que tu t'interdis de traiter, même avec humour? Alors non, je m'interdis rien parce que je parle que de moi. C'est pas que j'ai pas envie de parler des autres, mais je sais que je fais mieux rire avec mon autodérision, en me moquant de moi et de ma famille. Je m'interdis rien. Pourtant, l'époque montre qu'on change et qu'il y a des choses qui sont plus à dire. Mais dans la mesure où je me moque de moi, après je pense qu'on peut rire de tout. Il y a une façon de dire les choses. Et on sent, quand je dis les choses, que mon intention n'est pas mauvaise. Et à partir du moment où tu assumes ce que tu dis et l'intention n'est pas mauvaise, les gens ne trouvent rien à redire. Je dis des choses qui pourraient parfois choquer, sorties de son contexte, mais dans mon spectacle, ça fait partie du truc et les gens savent qui vient me voir. Donc non, et j'ai pas un humour noir, j'ai pas un humour, tu vois, pas un humour politique, c'est un humour d'autodérision. Donc non, je m'autorise tout. As-tu un rituel particulier avant de monter sur scène ou quelque chose que tu fais systématiquement après avoir quitté la scène? Alors j'en ai plein, parce que je te dis, je suis très superstitieux, donc je suis clafit de superstition. Et ça régit ma vie, hein, au point de me la pourrir. Hein. Mais avant de monter sur scène, j'ai 2 rituels. J'ai une boîte à gris-gris. Dans cette boîte à gris-gris, ce sont des objets qui ont appartenu à des gens qui sont plus là, ou des trucs que ma mère m'a donnés. Enfin, c'est des objets qui ont une signification, ça peut être un porte-clés, ça peut être n'importe quoi. Mais tout ça est dans une boîte consignée, et cette boîte doit être dans les coulisses quand je joue. Voilà, si elle n'est pas là, je ne peux pas jouer. Donc je n'oublie jamais. Et mon équipe, c'est la première chose qui vérifie, c'est que la boîte soit bien là. Donc, et après, avant de monter sur scène, j'ai un rituel, alors avec modération bien sûr, mais je fais un shot de rhum avec mon équipe, avec mes régisseurs, et parce que c'est un truc, c'est un shot de rhum, voilà, parce que t'as le trac avant de monter sur scène, et ça me le gomme un peu et ça me donne le pep suffisant pour aller sur scène. Voilà, et après, quand je quitte la scène, j'aime bien avoir 5 minutes tout seul. C'est parce que tu prends tellement une vague d'émotions, d'applaudissements, qu'il faut que tu redescendes. Hein. Et donc j'ai 5 minutes où je veux rester dans cette bulle et je ne peux pas sortir de scène et enchaîner une conversation directement. Je suis vraiment, c'est comme une transe en fait, c'est marrant. Hein. Et au bout de 5 minutes, je reviens à moi. Voilà, je sors d'un état. D'ailleurs, il y a un truc, je sais pas si c'est pour les artistes pareil, mais quand je sors de scène, tu as tellement été ébloui par les lumières. Quand tu sors de scène, côté coulisses, il fait noir. Et je suis toujours désorienté. S'il n'y a pas mon régisseur qui va me chercher avec une lampe de poche pour m'emmener à la loge, je me perds, je ne sais pas où je suis perdu, je vois rien. C'est bizarre, c'était très bizarre. Tu fais partie des grosses têtes sur RTL. Comment t'es-tu retrouvé dans cette émission et quelle est ta relation avec Laurent Ruquier en dehors de l'antenne? Les grosses têtes, je crois que c'est un pilier de ma vie. Je crois que je serai toujours fidèle et loyal envers Laurent Ruquier. Parce qu'il est venu me chercher déjà. C'est-à-dire que moi, au moment où il vient me chercher, il faut savoir que ça fait 2 ans et demi que je galère. Je n'ai pas payé mon loyer depuis 1 an. La banque, c'est mon réveil matin, tous les matins. Monsieur Janssen, votre compte est débiteur. Je vais le rebiter. C'était compliqué, ma vie, à ce moment-là. Et c'était en septembre. J'ai fait Avignon en juillet. Laurent Ruquier m'a repéré à Avignon en juillet. Il m'a fait part qu'il aimait bien mon travail et ce que je faisais, qu'il me trouvait drôle. Mais bon, c'était bien, j'étais content d'être reconnu par la profession parce que ça me donnait un petit peu une réparation d'orgueil. Mais pour autant, il ne se passait rien. Et bon, j'ai continué.
Et il faut savoir que j'avais pris un congé sabbatique à Air France et on arrivait à la fin de mon congé sabbatique. Et donc c'était en décembre, je devais donner ma réponse à Air France. Est-ce que oui ou non je retournais dans les avions? Mais si je retournais dans les avions, ça voulait dire que j'arrêtais cette carrière qui n'avait pas encore débuté et qui vivotait. En tout cas, à cette époque-là, je ne pouvais pas prétendre en vivre. Et Laurent Ruquier m'appelle en septembre. Je me souviens, il m'appelle, c'est un numéro masqué. Je me souviens très toujours de ce jour-là. C'était un numéro masqué. Il faut savoir que moi, à l'époque, un numéro masqué, c'est un huissier ou la banque. Hein. Et je décide de décrocher. Et il dit « Bonjour, c'est Laurent Ruquier ». Mais tu reconnais sa voix entre mille, hein, il a une voix. Et je lui dis « Oui ». Il me dit « Ça a pris un peu de temps pour que je vous rappelle parce que vous n'êtes pas connu. Il a fallu convaincre RTL. Mais je leur ai dit que quelqu'un qui était steward, qui était ch'ti et qui était gay avait forcément des choses à raconter. Venez faire un essai aux grosses têtes ». Voilà, c'est parti de là. Je suis allé faire mon essai aux grosses têtes avec toute la force et la hargne de la dernière chance pour moi. Avec la boule au ventre parce que, en plus, je suis arrivé aux grosses têtes RTL. Il y avait dans les coulisses, Laurent n'était pas là, il n'était pas encore arrivé, Laurent Ruquier. Il n'y avait que des gens qui m'impressionnaient. Il y avait Christine Bravo, Bernard Mabie, Chantal Latsou. Enfin bref, Ariel Dombal, tu vois. Et moi, je suis arrivé dans les loges, j'ai failli prendre un plateau et servir des cafés à tout le monde. Hein. J'étais pas. Il y a Christine Bravo qui m'a dit vous êtes qui? Enfin, je dis et là, Laurent Ruquier est arrivé, il dit. C'est Jean-Philippe Janssen, un nouvel humoriste qui vient faire un essai. Faites-lui un bon accueil. Et Christine Bravo, je le répète toujours, m'a dit cette phrase, m'a dit « Défonce-moi la gueule ». Je dis « Pardon ?» Elle m'a dit « Défonce-moi la gueule, moi j'ai l'habitude, toi ça va t'aider ». Et je me suis appuyé sur cette phrase et j'ai pu la charger pendant toute l'émission. Laurent Ruquier, qui adore mes anecdotes d'avion, m'a servi les plats. Et je suis rentré à RTL à 16h. À 18h, je suis sorti, j'étais une vedette. C'est comme ça que ça s'est passé. En 2 émissions, ma vie a échangé. On passait d'un petit théâtre de 60 places que je peinais à remplir à Paris au Grand Point Virgule, 400 places 6 fois par semaine. Les gens faisaient la queue sans connaître ma tête, ils connaissaient que ma voix. J'ai percé en radio, vous savez. Donc c'était très, très déstabilisant. En même temps, c'était génial, mais en même temps, je ne comprenais pas. Je me dis, ça va trop vite. Il y a 6 mois, il y a 1 mois, je peinais à remplir. Là, tout le monde me veut. Enfin, en plus, mon mec m'a quitté au même moment parce qu'il n'a pas supporté. Donc, j'ai vu un truc formidable, mais chez moi, mon mec m'avait quitté. Bref, il y avait toutes les émotions qui se mêlaient. Donc, c'était compliqué. Mais les grosses têtes, aujourd'hui encore, ça va faire 10 ans que j'y suis. Je remercierai jamais assez Laurent pour sa confiance. Les gens pour m'avoir adoubé, puis de voir quand je vais jouer en province que je fais partie de leur vie, c'est-à-dire qu'ils m'entendent dans le poste 1-2 fois par semaine, ils me connaissent, parce que moi aux grosses têtes on m'a pas forcément pris pour la culture, on m'a pris parce que je racontais ma life et que ça fait rire les gens avec mes anecdotes, donc non, c'est ma meilleure vitrine et Laurent Ruquier, avec qui j'avais une relation très hiérarchique et de reconnaissance au début, au fil du temps et des années, est devenu un ami. Voilà, c'est une belle histoire. Donc oui, RTL, les grosses têtes et Laurent Ruquier, c'est number one dans ma life. Ouais. Tu as confié avoir été victime d'escroquerie amoureuse. Aujourd'hui, avec la notoriété, est-ce que tu trouves plus difficile de faire des rencontres sincères? As-tu parfois l'impression que certaines personnes viennent vers toi pour de mauvaises raisons? Alors oui, forcément. Ça a changé. On aurait pu penser que la notoriété me facilite la vie pour les rencontres, les machins. Non, ça l'a compliqué. Alors déjà, une petite anecdote marrante. Par exemple, sur Grindr, je suis célibataire, j'ai le droit d'aller sur Grindr, c'est une application de rencontre. Je ne veux pas aller sur une application, il n'y a pas une application spéciale vedette pour vedette. En tout cas, je ne veux pas y aller. Donc, je vais rencontrer des gens, moi, de la vie normale. Donc, alors oui, effectivement, il y a une photo, c'est un paysage. Mais à un moment, arrive le moment où on te demande tes photos. Donc quand j'envoie mes photos, déjà, je passe 10 minutes à justifier que c'est moi, parce qu'on ne me croit pas. Ah, c'est compliqué. Donc en général, je fais un vocal, ils comprennent, hein, mais du coup, ça ne me met pas forcément en valeur, tu vois. Et donc, toutes les semaines, quand même, Grindr bloque mon compte, parce que je suis signalé comme fake utilisant les photos de Jean-Philippe Janssen. Donc, tu vois, c'était compliqué. Donc, déjà, quand je me mets sur Grindr, je dis, ah. Donc, et après, j'ai eu 2 relations où c'était clairement, je servais de marchepied pour obtenir quelque chose. Et quand tu t'en aperçois après, alors oui, mais après, tu peux pas te méfier de tout le monde tout le temps. À un moment, tu es obligé d'accepter de prendre le risque de faire confiance si tu veux vivre des choses, parce que sinon, tu te cloîtres chez toi et tu vis rien. Mais il s'avère que les 2 dernières expériences se sont révélées des échecs parce que je suis tombé sur les mauvaises personnes et qui étaient mal intentionnées, ou en tout cas qui étaient intéressées. Donc c'est vrai que de temps en temps, je reste à la maison, je regarde Demain nous appartient avec ma chatte sur les genoux et on est content, on est heureux, voilà. Et après je fais des soirées cagoules pour rencontrer les gens comme ça, on me reconnaît pas, c'est super. Donc voilà, mais pour autant, non, je fais des rencontres sympas, mais après, je refuse le concept de dire, non, je ne dois naviguer que dans une sphère de gens connus, parce que, non,
et c'est pas là que je vais rencontrer, c'est pas là que je pense rencontrer l'amour, et parce que nos hommes job, hein. Et puis après, et voilà, et puis moi je considère, tout ça m'est arrivé après 40 ans, donc j'ai une vie normale avant, donc, et je considère que je suis encore lié à cette base et que je me suis pas envolé, je suis encore très au fait de la conjoncture, de ce que coûte la vie, de la retraite de mes parents, de ce qu'ils gagnent, enfin, je vois tout ça, et donc, et la relation aux gens, donc j'aime les gens, et même en amour, et même sexuellement, j'aime les gens, voilà. Alors ensuite, avec ton succès grandissant, envisages-tu de te tourner vers le cinéma ou d'autres projets artistiques? Si oui, dans quel type de rôle te verrais-tu? Peut-être même dans un personnage très différent de l'humoriste que tu es. C'est marrant cette question. C'est marrant que tu me la poses. Alors le cinéma, Danny Boone m'a ouvert les portes, m'a montré, et m'a offert cette scène de 4 minutes dans La Ch'tite Famille. À ce moment-là, je me suis rendu compte que le cinéma me fascinait. Enfin, l'ambiance d'un plateau de cinéma, ça m'a fasciné. En plus, Danny Boone, ce jour-là, m'a parlé comme si j'étais un grand acteur que j'avais l'habitude de faire. Il me dit, ah, tu connais ça? Tu vas alors faire un travelling? Je me dis, bah, t'as déjà fait du cinéma? Je dis, bah non, il y a 6 mois, je servais du poulet, du poisson dans un avion. Enfin, donc, il s'est comporté comme un grand frère et il m'a tout montré. Comme un grand frère. C'était génial. Donc, et là, je me dis, waouh, c'est génial, ça me fascine. Et alors après, à ce moment-là, il m'avait dit, Danny Boone, tant que tu ne feras pas ton film, le cinéma n'aime pas trop les humoristes, tu ne seras pas tellement respecté. Parce qu'on va te coller une étiquette. Et il avait raison parce que je pense que les gens ont beaucoup de mal à se projeter avec moi parce que je suis un personnage dans ma vie artistique, ce que je ne suis pas forcément dans la vie. Mais du coup, je pense qu'ils ont du mal à se projeter en disant que Jean-Philippe, ça devrait faire que du Jean-Philippe. Il y a Sandrine Bonner, que j'ai eu la chance de rencontrer au Festival d'Angoulême, une grande actrice que j'affectionne particulièrement, que j'adore, qui est devenue une amie, mais qui, elle, me connaît bien et qui me dit, mais en fait, c'est même pas dans une comédie que je te vois jouer, c'est dans un rôle à contre-courant. Sans dire que je vais faire mon tir au pantin, mais elle me dit, il y a tellement de failles chez toi à utiliser qu'en dramatique, tu serais excellent. Voilà, donc je suis un peu parti sur cette voie-là. Après, je t'avoue que j'ai écrit une fiction. Puisque sur les bons conseils de Danny Boone, je me suis dit, bah oui, écris ton film. Donc j'ai écrit une fiction que j'ai vendue à une chaîne et qui verra le jour début 2026. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais en plus avec un casting de rêve, c'est une histoire de copains, mais ça va être bien. Donc voilà, ce ne sera pas un film de cinéma, c'est une fiction. Je me dis que dans ma vie, j'ai jamais rien eu en arrivant par la grande porte. Mais je suis toujours passé par la fenêtre entrouverte. Là, le cinéma veut pas en grand, donc c'est pas pareil. Je vais passer par la télé, passer par la petite fenêtre entrouverte, et un jour on me reconnaîtra. C'est pas grave. Je peux comprendre que les gens aient du mal à se projeter, et c'est à moi de prouver les choses. Je peux pas reprocher aux gens de pas savoir ce que je vaux s'ils ne me voient pas jouer. Mais si on ne me laisse pas jouer, on ne saura pas ce que je vaux. Voilà, c'est un peu le diable qui se mord la queue, voyez-vous. Donc je fais appel à tout le monde. S'il vous plaît, laissez-moi ma chance. Ouais, je peux faire un rôle triste. Oh, je suis triste. Oh, c'est drôle, c'est triste. Voilà pour tout. Je vous embrasse.